Sheila, l'icône légendaire de la musique française, connue pour des tubes comme L'école est finie et Spacer, a captivé le public pendant plus de 60 ans. Pourtant, derrière les projecteurs éblouissants se cache une histoire déchirante d'exploitation, de relations arrangées et de rumeurs implacables qui affirmaient autrefois qu'elle était un homme. De sa manipulation dès le début de sa carrière à la perte de son mari et de son fils unique, la vie de Sheila a été marquée par la tragédie et le sacrifice. Aujourd'hui, âgée de plus de 80 ans, elle se confie sur les sombres secrets qui ont hanté son parcours dans la célébrité. Restez à l'écoute tandis que nous dévoilons les différentes facettes de sa vie tumultueuse pour révéler la véritable histoire derrière la légende. Enfance et premières aspirations. Annie Chancel, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Sheila, est née en 1945 à Créteil dans une famille modeste aux traditions bien ancrées. Fille unique d'André Chancel, commerçant de confiserie de marché, et de Micheline Gaultier, elle grandit dans un cadre de vie vibrant mais sans prétention. Originaire de Salins, près de Mauriac dans le département du Cantal, son environnement précoce était riche en culture malgré sa simplicité, et il nourrissait en silence des rêves qui allaient un jour la propulser sous les feux de la rampe de la scène musicale française. Dès son plus jeune âge, les ambitions d'Annie défiaient la convention. Plutôt que de rêver de gloire et d'éclat, elle aspirait à une vie sous le chapiteau, s'imaginant artiste de cirque et même performeuse équestre. Pourtant, il ne fallut pas longtemps avant qu'une autre passion ne prenne le dessus, la musique. À l'âge tendre de 8 ans, elle se mit à apprendre le piano et se plongea dans la théorie musicale, posant ainsi les bases solides de son futur dans le spectacle. Ses premières incursions musicales laissaient entrevoir le talent extraordinaire qui allait par la suite captiver le public à travers toute la France. Son éducation débuta à l'école communale de la rue de Patay à Paris, où elle parvenait à concilier études académiques et cours pratiques de comptabilité, des compétences qui s'avéreraient précieuses pour gérer sa future carrière. Malgré les exigences de sa modeste éducation et ses responsabilités au sein de l'entreprise familiale de marché, qui impliquait de parcourir les marchés de banlieue dès l'âge de 14 ans, la dévotion d'Annie pour la musique ne fléchit jamais. Son talent naturel ne passa pas inaperçu, tant ses pairs que les clients du marché reconnaissaient son don, et elle était souvent aperçue en train de fredonner ou chanter tout en travaillant au stand familial. Cette démonstration constante de sa capacité musicale lui valut le surnom affectueux de la radio. La musique s'entremêla à tous les aspects de la vie d'Annie. Même en poursuivant sa scolarité et en soutenant sa famille, elle perfectionnait inlassablement son jeu de piano et maîtrisait les subtilités du solfège. Son ambition initiale de rejoindre le prestigieux Opéra national de Paris fut contrecarrée par le fait qu'elle ne correspondait pas à l'image conventionnelle du « petit rat de l'opéra ». Plutôt que de laisser le rejet étouffer son ambition, elle s'en servit pour renforcer sa détermination. Ses revers ne firent qu'amplifier sa volonté de trouver d'autres moyens d'exprimer son talent. Voyageant avec ses parents à travers des marchés animés, le chant constant et l'attitude joyeuse d'Annie divertissaient non seulement les clients, mais révélaient également une musicalité innée. Ses performances informelles, bien éloignées des grandes scènes parisiennes, nourrirent son affinité naturelle pour la mélodie et le rythme et posèrent les fondations solides qui allaient ouvrir la voie à son futur succès. Les expériences vécues dans des contextes quotidiens lui inculquèrent une résilience et une détermination qui deviendraient plus tard les marques de fabrique de sa carrière illustre, percée et ascension rapide. Les débuts des années 1960 furent une période de métamorphose et d'ambition brute pour une jeune Annie Chancel, qui allait bientôt être connue dans le monde entier sous le nom de Sheila. Découverte presque par hasard par un groupe de jeunes musiciens à la fin de l'année 1960, son talent inné la distinguait de manière impossible à ignorer. Bien que son passage dans ce premier ensemble fût de courte durée, il la mena à une rencontre avec le groupe amateur de rock les Guitar Brothers au début de l'année 1961, une rencontre qui allait changer le cours de sa vie.
Avec ses musiciens, elle s'immergea dans des répétitions intensives et des prestations live, des expériences qui non seulement affinèrent ses compétences, mais allumèrent également ses rêves de fouler un jour la scène du prestigieux Golf Drouot à Paris. Ce lieu, réputé pour lancer les carrières d'étoiles légendaires, incarnait la promesse et l'esprit dynamique de la scène pop française en pleine émergence. L'énergie et la détermination qui animaient ces premiers jours laissaient présager qu'une transformation remarquable était imminente. Le 14 septembre 1962, un moment décisif arriva. Guidé par Henri Leproux, le directeur du Golf Drouot, et soutenu par des figures influentes telles que Jacques Pley et Claude Carrère, Annie et son groupe passèrent une audition dans un cinéma abandonné du 14e arrondissement de Paris. Malgré un répertoire modeste, sa performance dégageait une authenticité qui toucha profondément les professionnels du milieu. Dès le lendemain, Claude Carrère, reconnaissant le potentiel extraordinaire de sa voix et de sa présence scénique, rencontra ses parents dans un café local et obtint un contrat exclusif de 10 ans pour cet artiste alors mineur. Cet accord déterminant la propulsa dans un tourbillon qui allait la voir passer de l'obscurité à l'une des icônes pop les plus durables de France. Peu de temps après cette audition fatidique, son premier single « Sheila » sortit le 13 novembre 1962. Ce choix de titre n'était pas un hasard. Il marqua un moment transformateur qui la poussa à l'adopter comme nom de scène, marquant la naissance d'une identité soigneusement conçue pour conquérir le cœur des adolescents français. Son producteur façonna une image à la fois innocente et captivante, un look défini par une simple blouse blanche, une jupe à carreaux et des couettes soignées ornées de petits nœuds. Cette image, bien plus qu'un simple artificiel marketing, devint le symbole de l'énergie juvénile et de l'esprit vibrant que Sheila incarnait. Derrière la façade scintillante du succès, l'histoire des débuts de Sheila est parsemée de moments de lutte personnelle intense et de triomphe. Alors qu'elle accédait rapidement à la célébrité, son parcours ne fut pas exempt de défis. L'un des épisodes les plus éprouvants survint lorsque la pression de la célébrité précoce et les manipulations d'une figure puissante de l'industrie eurent de graves répercussions sur sa santé. « J'ai été exploité. Je ne supportais plus la pression exercée par mon producteur. Lors d'un concert à Roanne, à la veille de mes 18 ans, je me suis évanoui et j'ai dû être hospitalisé, révéla-t-elle plus tard lors d'une interview sincère. À peine âgée de 18 ans, avec un corps fragile ne pesant que 45 kilos, elle se retrouva prisonnière d'un système qui privilégiait le profit à son bien-être. Son producteur, Claude Carrère, avait orchestré une stratégie minutieuse pour la maintenir confinée en studio, les performances live étant jugées trop risquées et moins rentables. Il faisait signer toutes les chansons « Le jackpot, j'étais la poule qui pondait des œufs en or », se souvint-elle amèrement dans l'émission Quotidien, exposant ainsi la nature exploitative de ses débuts dans le milieu musical. Pourtant, malgré les exigences oppressives de l'industrie, le talent naturel et la résilience inébranlable de Sheila la propulsèrent toujours plus loin. L'évolution de son style musical au fil des années reflétait non seulement les changements du secteur, mais également sa propre croissance personnelle. Dans la transition des sons pop purs de ses débuts vers l'énergie vibrante de l'ère disco au début des années 70, Sheila se réinventa avec une créativité audacieuse. Cette nouvelle phase ne consistait pas seulement à adopter un son différent. Il s'agissait de redéfinir son identité selon ses propres termes, une rébellion contre les contraintes qui l'avaient autrefois étouffée. Son évolution atteignit son paroxysme avec une collaboration révolutionnaire avec le groupe américain Chic en 1980. Ce partenariat ouvrit une nouvelle dimension internationale à sa carrière, la propulsant sous les projecteurs mondiaux. Réfléchissant à cette période transformatrice, Sheila déclara plus tard que son expérience avec Chic avait complètement changé sa façon de travailler et de chanter. Cette évolution fut autant une révolution personnelle qu'une révolution musicale, un témoignage audacieux qu'elle n'était plus la jeune fille naïve découverte dans un ensemble local. À chaque performance,
Elle se débarrassait des strates d'identité imposées pour émerger plus authentique et plus affirmée. Son parcours fut ponctué par une quête incessante de réinvention. Même face à la pression de se conformer aux attentes commerciales, Sheila chercha continuellement à exprimer l'essence brute et authentique de son art. Chaque nouvelle étape de sa carrière fut marquée par des décisions audacieuses, qu'il s'agisse de changer de genre musical, de se libérer d'un manager exploitant ou d'oser présenter une image plus mature et sophistiquée. Ce faisant, elle défia non seulement les normes de l'industrie, mais inspira également d'innombrables personnes à suivre leur propre voie créative. Sheila était-elle un homme? Au début de sa carrière, alors qu'elle n'avait que 18 ans et commençait à peine à se faire connaître, Sheila était rattrapée par une rumeur dévastatrice qui allait l'ombre pendant des décennies. Très tôt dans son ascension vers la célébrité, des tabloïds scandaleux tels que France Dimanche publiait des affirmations selon lesquelles elle serait en réalité un homme. Cette rumeur trouve son origine dans un récit mal interprété d'un problème de santé. Après un malaise provoqué par une anémie, traitée par un traitement hormonal habituellement réservé aux hommes, elle fut publiquement interrogée par le journaliste Gérard de Villiers au sujet de son état. Sa vulnérabilité fut rapidement exploitée. Avec la complicité de son alors manager Claude Carrère, de Villiers et la presse à scandale, transformèrent son aveu en une accusation outrageante selon laquelle elle serait de sexe masculin. L'impact de cette rumeur sur la jeune chanteuse fut profond. Plus tard, Sheila se souviendra dans une interview sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. « J'ai passé des jours et des jours enfermé chez mes parents à pleurer en me demandant « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Le prix émotionnel fut immense, isolant sa famille et les coupant de leurs cercles sociaux, eux aussi submergés par la pression publique. Ses parents, peu habitués à un tel scandale incessant, se trouvèrent réticents à quitter leur domicile, accentuant ainsi l'angoisse privée de la situation. La rumeur ne s'est pas estompée avec le temps. En réalité, sa persistance a hanté Sheila tout au long de sa vie, ternissant son image publique malgré son talent indéniable. Dans une réflexion ultérieure lors d'une émission télévisée, elle reconnut les dégâts durables causés par cette rumeur, expliquant que ce qui avait pu sembler être une blague innocente s'était transformé en un fardeau qui l'a suivi pendant 40 ans. Au début, cela pouvait paraître être une plaisanterie, mais « cela m'a poursuivi pendant 4 décennies », déclara-t-elle, soulignant les répercussions à long terme de cette désinformation précoce. La controverse s'est intensifiée lorsqu'en 1975, Sheila donna naissance à son fils Ludovic. La naissance même devint l'objet de suspicions. Certaines sages-femmes de l'hôpital furent même accusées d'avoir orchestré l'accouchement pour dissimuler son véritable genre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des incitations financières auraient été échangées pour faire passer l'enfant pour adopter ou acheter en Suisse, avec un commentateur alléguant que l'on disait que j'avais une poche d'eau de mer sous la peau de mon ventre pour faire croire que j'étais enceinte. Le souvenir de ces événements par Sheila est particulièrement poignant. Comment peut-on ne pas être traumatisé par cela? Cela a ruiné ma vie, se confia-t-elle, exprimant la profonde douleur personnelle infligée par ce scandale. La frénésie médiatique et la diffusion calculée de ces rumeurs étaient, selon Sheila, non seulement un sous-produit malheureux de la célébrité, mais un acte délibéré orchestré par sa propre équipe de management. Elle en imputait une grande responsabilité à Claude Carrère, le décrivant comme « toxique » et uniquement axé sur le profit. « Il m'a fait du mal, et c'est lui qui a lancé la rumeur selon laquelle j'étais un homme », se souvint-elle lors d'une apparition dans l'émission « C'est à vous ». Sa manipulation allait bien au-delà du simple scandale. C'était l'exploitation de sa vulnérabilité à une époque où elle apprenait encore à naviguer dans les dures réalités de l'industrie musicale. Cependant, tous les médias ne furent pas complices. Lors d'un débat télévisé, l'animateur de renom Jean-Pierre Foucault défendit Sheila lorsque Gérard de Villiers tenta de relancer ses allégations infondées. Le soutien public de Foucault fut un rare moment de répit pour la star assiégée, réaffirmant son droit à être reconnu pour son talent et non pour un scandale fabriqué.
Notre mariage était arrangé. Il n'y avait pas d'amour entre nous. La vie amoureuse de Sheila a été aussi tumultueuse et dramatique que sa carrière musicale. Un parcours marqué par des moments passionnés, des trahisons amères et des pertes profondément personnelles qui ont laissé des cicatrices indélébiles sur son cœur. Dans les premières années de sa carrière, alors que son étoile commençait à briller, elle épousa Ringo, de son vrai nom Guy Bale, lors d'une somptueuse cérémonie le 13 février 1973 dans le 13e arrondissement de Paris à Notre-Dame-de-la-Gare, avec la célébrité Claude François comme témoin. Leur union avait d'abord captivé l'imagination du public, promettant un conte de fées romantique, et les débuts du couple furent remplis de frénésie médiatique et d'attente publique. Pendant un bref instant, leur romance semblait être l'alliance parfaite de talent et de chimie, symbolisant le faste et le glamour de l'ère pop française. Pourtant, sous la surface lisse, des fissures commencèrent à apparaître. Ringo confessa plus tard aux feuilles à scandale. « Notre mariage était arrangé. Il n'y avait pas d'amour entre nous. Le producteur de Sheila nous avait demandé de nous marier. » Cette révélation choquante montrait que leur relation avait été orchestrée davantage pour des raisons commerciales et d'image que par de véritables sentiments. Le mariage, qui donna naissance à leur fils Ludovic en 1975, se désagrégea rapidement, la nature artificielle de leur union devenant douloureusement évidente. Après 6 années tumultueuses, la séparation inévitable survint en 1979. En repensant à cette rupture douloureuse, Sheila déclara « Je n'ai plus revu mon mari depuis 1979. Je n'éprouve ni haine, ni agressivité. Je n'ai tout simplement rien à lui dire. » Ces mots résument l'effacement complet d'une relation qui n'avait jamais été fondée sur un amour authentique. Le divorce laissa Sheila avec la lourde responsabilité d'élever Ludovic presque seul. Une tâche d'autant plus pénible que l'absence persistante de Ringo accentuait ce sentiment d'abandon. Sheila déplora que « il n'a pas été bon pour son fils. Il n'a vu Ludo que quelques fois dans sa vie, et il n'existe aucun souvenir de vacances passées avec lui. Il n'a jamais cherché à le revoir après notre divorce. » Ce profond sentiment d'abandon et de trahison, exposé au grand jour, ajouta un fardeau considérable à sa vie personnelle, assombrissant ses années suivantes. Malgré la fin amère de son mariage avec Ringo, la quête de Sheila pour trouver du réconfort et une véritable compagnie l'amena finalement à un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Dans les années 1980, elle entama une relation avec Yves Martin, un homme qui commença comme collaborateur créatif et devint peu à peu un soutien émotionnel constant durant certaines des périodes les plus difficiles de sa vie. Yves Martin, reconnu pour ses contributions aux premières aventures musicales de Sheila et pour avoir composé des musiques emblématiques de séries télévisées bien aimées, offrit un contraste saisissant avec l'union froide et arrangée de son passé. Leur relation s'épanouit en un lien personnel profond, apportant à Sheila une stabilité et une affection sincère qui lui avaient cruellement manqué. Le 15 février 2006, dans la ville côtière de Saint-Jean-de-Luz, Sheila et Yves Martin se marièrent. Leur union, mêlant vie personnelle et professionnelle, offrit à Sheila un véritable havre de paix au milieu des luttes personnelles qu'elle avait endurées pendant des années. Le soutien indéfectible d'Yves Martin et leur vision artistique partagée devinrent un pilier essentiel de sa vie. Tout au long de leur vie commune, il affronta de graves problèmes de santé, notamment 2 AVC débilitants qui le laissèrent avec des séquelles permanentes. Malgré ces épreuves, Sheila demeura sa soignante fidèle, puisant sa force dans leur esprit créatif commun alors qu'ils affrontaient ensemble les défis de la vie. Bien que leur mariage se soit finalement terminé par une séparation en 2016, le lien entre Sheila et Yves est resté intact, un lien fondé sur le respect mutuel et une histoire partagée d'amour et de succès artistiques. Dans une réflexion émouvante, Sheila déclara un jour « Il est dans mon cœur.
Il me reste les magnifiques chansons qu'il a écrites, les spectacles que nous avons créés, que sa musique continue de vivre. » Cette déclaration résume non seulement son affection profonde pour Yves, mais aussi le partenariat créatif durable qui a enrichi sa vie pendant leurs temps ensemble. La douleur inébranlable d'une mère. En juillet 2017, Sheila fut confrontée à la tragédie la plus dévastatrice de sa vie. La mort de son fils unique, Ludovic Chancel. À 42 ans, Ludovic succomba à une overdose de cocaïne et de benzodiazépine, une combinaison fatale qui, selon ses dossiers médicaux, submergea son corps malgré des efforts désespérés pour inverser ses effets. Ludovic passa 2 jours dans le coma avant de rendre définitivement l'âme, laissant un vide béant dans le cœur d'une mère qui avait longtemps combattu ses démons personnels ainsi que les pressions incessantes de la vie publique. La perte de Ludovic représente un chapitre profondément complexe et douloureux dans la vie de Sheila, marqué par des années d'émotions tumultueuses et de relations tendues. Le passé tourmenté de Ludovic, tel qu'il est révélé dans ses mémoires de 2005 intitulés « Fils d'eux », dresse le portrait d'un jeune homme qui avait grandi en se sentant abandonné et incompris. « Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi elle travaillait autant. J'avais l'impression qu'elle accordait peu d'importance à son propre fils », avait confié Ludovic dans l'émission « Tout le monde en parle ». Malgré ses premières expressions de mécontentement, il y eut aussi des moments de tendresse profonde. En 2015, à l'occasion de son anniversaire, Ludovic laissa un message plein d'émotions sur la page Facebook de Sheila. « Elle reste pour moi ma maman avant tout. Je lui souhaite santé, amour, paix et le meilleur pour l'avenir. Et je termine simplement en disant quelques mots. Je t'aime. » Ce message, à la fois doux et empreint d'amertume, résumait le lien indéfectible qui, malgré ses fractures, n'avait jamais été complètement rompu. Pour Sheila, le poids de la perte de son fils fut accentué par l'histoire longue et conflictuelle de leur relation, marquée par des périodes de conflit et de réconciliation. Au fil des années, la douleur de l'absence de Ludovic, tant sur le plan physique qu'émotionnel, fut un courant constant dans sa vie. Elle a maintes fois exprimé que la tristesse causée par son départ est quelque chose qu'aucun mot ne peut réellement décrire. Pourquoi? L'amour de ma vie, mon fils Ludovic, est allé rejoindre ses grands-parents. Aucun mot ne suffit pour décrire la douleur et la solitude qui remplissent le cœur d'une mère lorsqu'elle est séparée de celle qu'elle chérit le plus, partagea-t-elle dans un post Facebook cru et sincère. Ajoutant une autre dimension à cette tragédie, les circonstances de la mort de Ludovic suscitaient controverses et débats publics. Sheila révéla à Paris Match que son dossier médical indiquait que Ludo est mort d'une overdose de cocaïne déclenchée par l'absorption massive de cocaïne et de benzodiazépine. J'ai cessé de lui donner de l'argent parce que je savais exactement où il finirait. J'ai participé au financement de nombreux programmes de désintoxication pour l'aider, mais au final, ce sont toujours les drogues qui l'ont tué. Ces mots, prononcés avec douleur, soulignaient son profond regret et son sentiment d'impuissance face à l'addiction, une bataille que Ludovic mena tout au long de sa vie. L'absence du père de Ludovic, Ringo, intensifiait encore la souffrance. Ringo avait rarement été présent, laissant Ludovic affronter ses problèmes quasiment seul. Le manque de soutien paternel et la nature publique de leur relation brisée laissèrent des cicatrices visibles même dans ces dernières années. Malgré des tentatives de réconciliation, la relation entre Ludovic et son père resta distante, un fait qui ne faisait qu'ajouter à la complexité de ses luttes personnelles. Sheila a également évoqué l'impact douloureux des rumeurs en ligne et du jugement public qui ont suivi la mort de son fils. Dans une déclaration émotive sur Instagram, elle écrivit « Ce qui se dit sur Internet ou ailleurs me blesse profondément. Pourquoi juger? Ludo mérite le silence, le respect et la dignité. » Depuis le décès de Ludovic, Sheila continue de porter sa mémoire en elle, évoquant souvent le sentiment constant de sa présence. En ce moment même, alors que je parle, Ludo est juste ici avec moi, je le sens,
confia-t-elle lors d'une interview avec VSD. Cette conviction de la présence de son fils perdu, associée à sa foi en la réincarnation, un concept qu'elle affirme l'aider à faire face, constitue une source de réconfort fragile mais constante au milieu d'un chagrin écrasant. Sheila, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, reste une icône célébrée de la musique française, mais sa vie est à jamais marquée par la perte de son fils, Ludovic. Son départ l'a transformée d'une star en une mère en deuil dont le cœur souffre encore, même si elle continue de se produire et de partager des moments avec ses fans. Le souvenir de Ludovic rappelle sans cesse la fragilité de la vie et la force indéfectible de l'amour maternel. Qu'en pensez-vous? L'art et la musique peuvent-ils vraiment aider à guérir les blessures les plus profondes de la perte? Si cette histoire vous a ému, merci de liker, partager et vous abonner pour plus d'aperçus sur la vie de nos icônes préférées.